Alors du coup, je vous propose cette, très belle conférence qui va porter sur, l'histoire de la galette des rois, sur, l'histoire d'une tradition qui reste encore aujourd'hui très populaire, très ancrée aussi dans nos habitudes, notamment en France, que l'on soit croyant ou non. Avec cette fête qui, d'après certains sondages, reste encore, célébrée par plus de 90 des Français, voire même 94 à 97 avec, dans cette, proportion très forte, une partie des Français qui restent très attachés à la célébration de l'épiphanie, avec la dégustation de la galette frangipane que l'on retrouve plutôt dans, on va dire, le nord de la France, hein, de façon grossière. Donc la galette frangipane à base de pâte feuilletée garnie de crème pâtissière et poudre d'amande. Donc là, il y a à peu près 70 des Français interrogés qui déclarent manger de la frangipane, tandis que 10 à peu près, eux, sont plutôt, partants, pour la couronne des rois ou, brioche des rois, plutôt représentée dans le sud de la France, avec aussi, de façon générale, que ce soit pour la frangipane ou la couronne des rois, quand même pas mal de dégustations puisque à peu près 78 là aussi des Français interrogés déclarent manger plus de 5 parts de gâteau des rois durant le mois de janvier. Et puis, on a aussi un dernier chiffre assez amusant qui est qu'un Français sur 2 à peu près, déclare tricher pour laisser aux enfants la possibilité de tomber sur la fève. Puisque quand on parle de galette des rois, on a bien sûr aussi cette tradition de tirer les rois, une tradition qui, on va le voir, a une longue histoire, de même que la présence de la fève qui, n'a pas été choisie par hasard, hein, pour être placée à l'intérieur, de ce gâteau. Et donc, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur l'origine, de la tradition, sur le lien aussi entre la galette et la fête religieuse de l'Épiphanie qui marque donc la présentation par les rois mages, des présents suite à la naissance de l'enfant Jésus. Et on verra également, donc vers la fin de la conférence, à la fois quels sont les symboles qui y sont associés et de quelle manière on fête l'Épiphanie dans d'autres pays, puisque, que l'on soit, d'Occident ou plutôt d'Europe orientale ou occidentale, l'épiphanie ne revêt pas exactement la même signification, et ne se fête pas donc de la même manière. Et d'abord pour, commencer, donc on va d'abord, vraiment revenir dans cette première partie sur les origines de la célébration, en partant d'abord d'une tradition d'un rite païen, remontant à la Rome antique, à l'époque impériale et qui va être par la suite, à partir du Moyen Âge, récupéré par, l'Église chrétienne. Puisque d'abord, avant, l'épiphanie, nous avons, il y a plus de 2000 ans, donc à Rome, une célébration, qui semble-t-il serait l'origine, vraiment la racine, hein, de la fête, des rois, c'est-à-dire la fête des Saturnales. Alors les Saturnales, c'était en fait un ensemble de festivités qui au départ duraient seulement un jour, avant de s'étendre, hein, sur plusieurs jours, voire 7 jours consécutifs. Des fêtes qui avaient été, instituées, plutôt entre le mois de décembre, fin décembre, début janvier, notamment autour du solstice d'hiver que les anciens avaient placé, à l'époque autour de la date du 20 décembre. L'idée étant de célébrer en fait, la fin des jours, qui étaient de plus en plus courts, ce qui symbolisait la victoire, de la nuit sur la lumière, notamment avec ce lien à Saturne, hein, divinité, chthonienne, vers après, eh bien, le rallongement progressif, de la lumière, des jours qui étaient de plus en plus longs et qui aboutiraient par la suite au printemps. Donc c'était une manière en fait de célébrer la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, avec des festivités qui se déroulaient, principalement alors dans les grandes familles romaines, autour de banquets, au cours desquels on dégustait plusieurs mets et notamment des sortes de gâteaux, que l'on partageait en plusieurs parts, puisque le but aussi pendant ces fêtes, c'était d'élire celui qu'on allait appeler ensuite le prince du désordre, c'est-à-dire le roi d'un jour, ou le maître du jour qui serait chargé finalement de donner des ordres à toute la maisonnée.
Et concrètement, en fait, ces Saturnales, c'était un moment très particulier du temps romain, un temps de renversement sociétal, ou social dans la mesure où, c'était généralement les esclaves, hein, qui, étaient, désignés par la fève pour, devenir le maître du jour, donc ils revêtaient les habits de leur maître, tandis que les maîtres, eux, devenaient les esclaves et ce pendant une durée limitée. Manière aussi peut-être de créer une sorte de soupape quand même, hein, pour, les relations, maître-domestique qui étaient extrêmement hiérarchisées, le reste de l'année et l'habitude voulait que pour définir donc, la distribution des parts de galettes aux esclaves, ce soit en fait un enfant, généralement donc le plus jeune de la tablée, qui s'occupait, de désigner en fait par leur nom les personnes à table afin que les parts soient distribuées de façon, la plus impartiale possible. Donc ce que l'on peut voir, c'est que dès l'époque romaine, finalement, la tradition telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec le partage d'un gâteau, la distribution d'une part et la présence de la fève, sont déjà présentes. Et finalement, c'est après plusieurs siècles, même plusieurs, presque millénaires que, on va arriver à partir du haut Moyen Âge, notamment à partir du XIVe siècle, à ce que en Occident, l'Église chrétienne, récupère ce rituel païen qui avait survécu, plus ou moins à travers le temps, pour venir l'associer à un jour très important qui, depuis le 4e siècle était défini, à l'Épiphanie, c'est-à-dire le 6 janvier. Donc une concordance entre un ancien rite païen et ici donc une fête, religieuse qui peut obtenir 2 sens, de symbolique très forte en fonction donc, de là où vous vous trouvez. C'est-à-dire que dans la partie plutôt occidentale de l'Europe, donc plutôt les chrétiens d'Occident, on va être, sur la célébration, de l'adoration des mages, à la date du 6 janvier, alors que en ce qui concerne les chrétiens d'Orient, qui notamment seront après, byzantins ou orthodoxes, là on fêtera davantage le baptême du Christ. Le baptême qui lui, se déroulera à peu près 30 ans après la naissance, de Jésus, donc à quelques jours près d'ailleurs. Le baptême du Christ qui sera aussi une manifestation divine, cette fois-ci sous la présence, hein, de la colombe, représentant le Saint-Esprit, venu accompagner donc le baptême, hein, qui aura eu lieu dans le Jourdain. Et quand on reprend même l'étymologie finalement du mot épiphanie, on retrouve que ce soit dans la naissance, puis l'adoration des mages ou le baptême du Christ, cette idée vraiment de manifestation, l'idée que le Christ va, manifester au reste de l'humanité, la présence divine et également le salut à venir par son sacrifice. Et l'épisode, de l'adoration des mages nous est en fait raconté, traditionnellement, dans l'évangile de saint Matthieu. C'est d'ailleurs le seul évangéliste en fait, hein, qui relate, cet événement avec une petite citation ici, un extrait, hein, que je vous lis à l'écran. Donc, parlant des mages, qui se prosternèrent devant lui, qui lui ouvrirent leur coffret, lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc saint Matthieu ici qui nous décrit donc ces présents apportés par, les mages ayant suivi l'étoile les menant, à Bethléem. Des présents et bien sûr qui n'ont pas été choisis au hasard puisque chacun avait une signification précise, mettant l'accent sur divers aspects en fait, hein, de l'enfant Jésus. L'or étant le symbole de la royauté, l'encens celui de la divinité et enfin la myrrhe, le symbole aussi, hein, de la mort prochaine de Jésus puisque c'était en fait, ce parfum cette essence, hein, qui était, censée embaumer les défunts. Mais donc traditionnellement, c'est vraiment que, dans cet évangile que l'on retrouve, hein, l'histoire, le récit lié autour de l'adoration des mages qui sera ensuite l'origine de l'épiphanie. À noter que, au niveau à la fois du nombre de mages, au niveau de leur provenance, il y a eu quand même par la suite eu énormément de traditions, de sources évangéliques, ou de sources orales aussi, hein, qui se sont entrecroisées. Ce qui fait que, on a même parfois hésité finalement sur le nombre, de mages qui étaient réellement présents, lors de la naissance, enfin des jours qui ont suivi la naissance de Jésus.
selon les traditions, on va parfois trouver 2 mages, 3 mages ou alors 12 mages, 12 notamment qui pourraient s'expliquer en raison du nombre des 12 apôtres, hein, tout simplement. Et puis que concernant leur provenance, là aussi, on va beaucoup se questionner, hein, sur les pays d'où venaient ces mages venus à Bethléem. Certains les localiseront plutôt en Chaldée, qui était donc non loin de l'Iran, d'autres en Arabie et d'autres encore en Perse. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait les premières représentations, artistiques finalement des mages, on peut noter que bien souvent, ils sont représentés avec peut-être, plutôt une provenance issue de la Perse puisqu'ils sont vêtus avec des habits exotiques, orientaux, de cette partie du monde et en particulier, tout simplement le bonnet phrygien, que vous voyez par exemple ici à l'écran, hein, sur, cette très belle mosaïque de saint Apollinaire le Neuf à Ravenne, donc un très bel exemple, hein, d'art, donc vraiment des débuts, hein, de l'époque chrétienne. Et puis même aussi au niveau du terme mage en tant que tel, mage viendrait là aussi d'un mot persan, Madjou, qui était le responsable, de la religion zoroastrienne dans la société, perse. Un rôle qui était à la fois politique et religieux, et qui là aussi pourrait permettre, hein, de mieux situer, finalement, le récit de saint Matthieu, avec cette provenance, assez déterminée. Et puis là, vous avez ici à l'écran donc quelques-unes des sources, qui ont pu être parfois prédominantes avant d'être remplacées par d'autres, notamment donc l'histoire syriaque de la Vierge, qui est une des nombreuses réécritures de l'adoration des mages de saint Matthieu, de l'évangile selon saint Matthieu, qui situe l'apparition de l'étoile en Perse le jour de la fête du feu. Tandis que dans la chronique de Juknin, écrite à partir du 8e siècle de notre ère, là, on a la mention, donc de ces fameux 12 mages, à l'image, donc, des 12 apôtres. Mais finalement, on pourra noter que ce que l'on a gardé comme tradition en Occident, ce n'est pas le nombre de 12, mais plutôt de 3 mages, un nombre finalement assez commode puisque, il pouvait à la fois, coïncider avec, le nombre de continents que l'on connaissait à cette époque, mais aussi, la théorie des âges de la vie, c'est-à-dire donc, les 3 âges avec la jeunesse, l'âge adulte, l'âge mûr et puis la vieillesse. Et du côté des continents, eh bien, à l'époque, donc on avait aussi, hein, seulement une partie du monde qui était connue. On n'avait pas encore exploré, jusqu'à l'Amérique et donc les 3 continents, que l'on avait déjà explorés, parcourus, c'était tout simplement l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Manière aussi de montrer que l'influence, de Jésus allait s'étendre aussi sur les parties du monde, découverts à cette époque. Et puis, concernant les prénoms aussi des rois mages, alors Melchior, Gaspard et Balthazar que vous connaissez, forcément. Alors là aussi, saint Matthieu est très sobre en fait, hein, dans la description, de l'adoration des mages. Il ne fait pas du tout de mention, des prénoms des mages, c'est seulement par la suite et peut-être dans la chronique de Jacques de Voragine que l'on va trouver, hein, une certaine, mention, un peu concrète, hein, de ces prénoms. Balthazar qui par habitude, va en fait être le jeune roi mage, le plus jeune des 3, c'est-à-dire donc celui qui représente l'Afrique, ici portant donc, dans son coffret, de la myrrhe. Tandis que nous aurons ici, Melchior, l'âge âgé avec la barbe ici, bien blanchissante, qui représente donc l'Europe et qui tient de l'or dans sa coupe, qui est en fait même une tasse en fait en porcelaine. Et puis enfin ici Gaspard représentant l'Asie et tenant dans sa main, tout simplement, donc l'encens. Donc c'est un peu cette convention iconographique que l'on retrouvera par la suite au niveau même, hein, de l'attribution en quelque sorte, hein, des mages, à ces continents-là et qui se repèrent assez vite, quand on regarde la couleur, hein, bien sûr de leur peau. Et d'ailleurs, alors tout simple peut-être une précision par rapport à leur, identité ou leur fonction de roi mage puisque, pareil encore une fois chez saint Matthieu, la précision n'est pas du tout faite. En fait, vraiment au début, on va plutôt parler de ces 3 personnages comme tout simplement de mages, en lien avec leur rôle, hein, dans la société, perse. Et en lien aussi avec les nombreuses représentations, paléochrétiennes qui, au tout début en tout cas, les représentent uniquement avec ces fameux bonnets phrygiens. On ne voit pas de couronne
couronne, par exemple. Et c'est avec le temps, finalement, que l'on va voir apparaître ce caractère royal, en particulier à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, où on va supposer que, parce qu'ils offrent des présents extrêmement précieux, extrêmement ostentatoires, il n'y avait que des rois qui pouvaient finalement, avoir la possibilité de les acheter, puis de les offrir à Jésus. Et puis, on verra aussi à partir de ce moment-là, donc assez tardivement, donc les nombreuses représentations avec les mages, les voir accoutrés avec des pierres précieuses et puis aussi, hein, ces fameuses couronnes que l'on a gardées aujourd'hui en souvenir lorsque on remet la fausse couronne en plastique à celui qui tire la fève. Et loin d'être simplement, cantonné au domaine religieux, en fait, le fait d'avoir ici, ce caractère royal, du côté, hein, donc des mages va avoir un impact quasiment politique, et ce, dès le moment où la religion, catholique va être, légitimée à partir de l'édit de Milan de Constantin, donc à partir du IVe siècle, alors après Jésus-Christ, non pas avant comme c'est marqué ici. Donc, Constantin qui est le premier empereur à rendre le culte, chrétien officiel, alors que jusqu'à présent, il était réalisé, mais de façon clandestine. Et la tradition à partir de ce premier empereur chrétien va être que, les mages étaient considérés en quelque sorte comme ses prédécesseurs, de sorte que tous les empereurs qui suivraient Constantin, seraient aussi, considérés comme ayant une autorité légitime dès lors qu'ils se soumettraient tout simplement à la royauté du Christ et des rois mages également. Une idée aussi que, seront, reconnus comme détenteurs légitimes de pouvoir ceux qui se soumettront, donc c'est-à-dire ceux qui soumettront leur pouvoir temporel au pouvoir spirituel, le pouvoir, de Dieu. Une conséquence qui, sera aussi quand même à l'origine, hein, quand même de notre monarchie de droit divin en France, puisque vous le savez aussi sans doute, étaient considérés comme monarques. Eh bien, les rois qui avaient été non pas, choisis par le peuple, mais qui, s'étaient soumis à Dieu, d'où la présence aussi régulière, hein, notamment d'attributs tels que la fleur de lys, symbole de la Vierge. Ici, par exemple, bien sûr, le manteau du sacre de Louis XIV. Et puis par la suite également, donc après Constantin, on va aussi avoir à partir du Moyen Âge, cette fois-ci plutôt en Europe centrale, du côté des empereurs, d'Allemagne, une volonté là aussi de faire reconnaître, hein, leur légitimité, et on va dire une découverte assez exceptionnelle va permettre à l'empereur Frédéric Barberousse de pouvoir, indiquer que, lui aussi était, donc soumis à l'autorité divine, avec donc la découverte, alors qu'il était en campagne militaire, en guerre, en Italie, donc la découverte de reliques. À une époque aussi où le culte des reliques, hein, se développe énormément, eh bien, on découvre à Milan, soi-disant, les 3 corps intacts des rois mages, donc des corps qui sont découverts en 1164 et qui vont être transférés à la demande de l'empereur, d'Allemagne de l'époque, vers la cathédrale de Cologne, et protégée aussi par une magnifique châsse reliquaire, hein, que vous pouvez voir, ici à droite de l'écran, réalisée par, l'orfèvre Nicolas de Verdun, qui était un des meilleurs orfèvres, de cette époque. Donc une châsse reliquaire qui permet en fait, hein, là aussi de légitimer à la fois donc, l'adoration des mages, puisqu'on peut dire qu'on a vraiment trouvé les corps de ces mages, et qui permet aussi de rajouter une dimension, hein, précieuse, donc à la ville même de Cologne, puisque, un pèlerinage, hein, très vite va se mettre en place autour du culte des reliques des mages. Un pèlerinage qui, encore aujourd'hui, reste extrêmement populaire puisque la châsse est encore visible au niveau du chœur, hein, de la cathédrale de Cologne. Mais si on reste, assez proche quand même, hein, d'un point de vue purement historique, il y a quand même beaucoup de commentateurs qui mettent en doute, on pourrait dire, vraiment l'existence certaine, concrète, hein, des mages. Certains pensent qu'il s'agirait plutôt d'une sorte d'invention littéraire, en quelque sorte, de la part de saint Matthieu, qui en fait, aurait utilisé cette allégorie finalement, hein, des 3 pays du monde, connus de l'époque pour indiquer que finalement l'étendue, du pouvoir de Jésus et de son influence, de la possibilité d'avoir le salut, ne se limitait pas simplement au peuple, d'Israël,
puisqu'il était aussi nouveau roi des Juifs, mais avait potentiellement donc une extension universelle par la présence, hein, de ces mages venus de tous les coins du monde. Après ça, c'est pour la partie historique, on pourrait dire, hein. Pour la foi, bien sûr, il s'agit, d'encore autre chose, et ceux qui sont croyants ne sont pas obligés, en quelque sorte, de se poser peut-être les mêmes questions sur la véracité de ces personnages que ne pourraient le faire, hein, des commentateurs un peu plus, objectifs en quelque sorte. Et alors maintenant qu'on a un petit peu à regarder du côté des tout débuts, on va dire, hein, des racines de la fête des rois, de l'épiphanie, maintenant je vous propose, de voir une seconde partie. On va désormais avancer un petit peu dans le temps pour voir, d'autres, fêtes ou traditions qui ont été, associées à l'épiphanie, même si aujourd'hui elles sont devenues pour le coup beaucoup moins populaires. À commencer notamment par, le Moyen Âge, et une tradition qui a été quand même assez tenace pendant au moins, 300 ans, qui est la tradition du roi bois. Le roi bois qui, se fêtait habituellement la veille, du 6 janvier, donc la veille de l'épiphanie, qui, a été attestée par beaucoup d'écrivains, notamment, Victor Hugo dans l'introduction de son roman Notre-Dame de Paris. Donc avec le roi bois, où l'on retrouve en fait, un petit peu comme la fête des fous qu'on retrouvera par la suite, donc une coutume qui était liée au partage d'une galette qui était donc distribuée à parts égales avec une fève à l'intérieur, et un gage en fait, hein, était, relié à cette tradition, puisque le personnage qui obtenait la fève, la part avec la fève, avait ensuite pour gage, de payer sa tournée à toute la tablée. Ce qui évidemment, était le prétexte parfait pour, pouvoir, boire, davantage. Et l'anecdote raconte que, certains petits malins qui étaient avares et qui ne souhaitaient pas payer, leur tournée, avaient eu pour bonne idée d'avaler la fève, puisque à l'époque, la fève, c'était pas la fève en porcelaine que l'on connaît aujourd'hui, ou même la fève en céramique, hein, qui viendra plus tard. C'était une vraie fève, c'est-à-dire une légumineuse. Et pour éviter donc, que, certains essaient de se dérober à cette, corvée en quelque sorte, eh bien, on aurait, finalement décidé de créer une fève qui, dissuaderait, les avares de l'avaler, c'est-à-dire la fève en porcelaine. Donc ça, c'est la petite anecdote liée autour de l'usage, hein, de la fève, que l'on verra un peu plus précisément tout à l'heure. Et alors, du point de vue des représentations, eh bien, on observe beaucoup de représentations, notamment picturales, hein, de rois bois dans l'histoire de l'art, notamment à partir, du XVIIe siècle, chez un peintre, issu d'Anvers, Jacob Jordaens, qui était un contemporain d'Anton van Dyck ou encore de Pierre-Paul Rubens. Jordaens qui avait une spécialité pour, les portraits, les scènes de taverne, les scènes de beuverie, puis aussi donc les fameuses scènes de roi bois, dont il a fait une demi-douzaine de versions au cours de sa carrière. Je vous montre ici notamment une très belle toile, bien qu'elle ait, quand même une vertu aussi, hein, moralisatrice, en tout cas une mise en ga elle représente une mise en garde par rapport aux péchés, d'excès, d'ivresse et autres, toujours autour du roi bois, donc avec ici au centre de la tablée, donc le roi du jour, roi de pacotille quand même, avec cette couronne, hein, qui est vraiment une couronne illusoire, avec ce personnage Rubicon qui, a juste au niveau de son ventre posé donc, sur un plateau, donc la galette qui nous localise ou contextualise finalement, hein, la fête. Ici donc on est la veille de l'épiphanie, on mange déjà de la galette. Le roi, est devenu roi puisqu'il a trouvé la part avec la fève, et donc c'est l'occasion de lancer les festivités avec, tout le monde autour de lui qui s'apprête aussi à soulever sa coupe, à chanter en chœur et ainsi de suite. Et on peut voir qu'au-delà de la scène de genre extrêmement vivante qu'en propose, Jordaens, on a aussi une condamnation des excès, qui peuvent être, liés au roi bois, comme par exemple ici, juste à gauche du tableau, donc à droite du roi, donc ce couple avec ce personnage masculin qui est en train d'empoigner le visage de cette jeune femme pour la forcer à l'embrasser, ce qui témoigne du péché, de luxure. Et également, donc dans la continuité ici,
donc du tableau, ce personnage qui, de son côté, est en train de se détourner de la table, s'apprêtant à vomir puisqu'il a bu trop d'alcool. Donc on voit qu'il y a une condamnation assez évidente, hein, évidemment, de ces excès, condamnés, déjà à la base par l'Église et puis qui mènent aussi, à ce que les hommes et les femmes aient les attitudes les plus ridicules ou qui les mettent les moins en valeur, quitte même à oublier complètement, leur progéniture ici présente donc dans le tableau, notamment au premier plan, juste en bas du roi, avec ce jeune garçon qui paraît quand même fortement ennuyé, hein, très pensif et qui déplore l'attitude infantile des adultes dont le comportement a changé sous l'effet du vin et puis ou même du champagne. Et puis vous avez ici également cet autre enfant qui est, supporté par, donc les cuisses, de sa mère qui se détourne de lui, raison pour laquelle elle ne se rend même pas compte que son enfant est en fait en train d'uriner par-dessous la table. Donc évidemment, ce type de tableau-là, à la fois nous permet d'avoir un instantané en quelque sorte, hein, de l'esprit de festivité, mais aussi de démesure qui pouvait accompagner, la tradition du roi bois, tout en mettant aussi en garde, hein, contre les excès auxquels cela pouvait, mener. Et je vous montre ici même d'autres versions, hein, toujours du même peintre, mais on retrouve, généralement la même composition avec le roi, central, le roi du jour, roi d'opérette, entouré, hein, de soulards en quelque sorte, qui mènent au désordre et puis aussi aux attitudes les plus inconvenantes possibles. Mais le roi bois ou même l'épiphanie ne sont pas toujours non plus prétexte à la débauche. On en a un bel exemple avec, un épisode qui est relié à la vie de Louis II de Bourbon, qui était donc duc. Louis II de Bourbon qui aurait, décidé, le jour de l'épiphanie, de choisir lui-même le roi de sa ville. Alors un roi, là aussi, hein, un roi temporaire, roi, pour 24 heures, mais pas n'importe quel roi, puisqu'il avait, fait demander à ses officiers d'aller chercher dans sa ville l'enfant le plus pauvre que l'on puisse trouver et une fois la chose faite eh bien, ce garçon eut droit, à des vêtements royaux. Il eut droit aussi, à des officiers qui étaient chargés de répondre à ses moindres désirs, au moins le temps de la journée de l'épiphanie. Le duc de Bourbon avait même décidé, hein, de réunir une somme d'argent à lui donner, pour financer ses études à l'école. Donc on voit aussi qu'en fonction de la volonté ou de la piété finalement, hein, du personnage, gérant la ville, on avait aussi, des usages un peu plus sains ou un peu plus pieux en quelque sorte, hein, de cette tradition-là. Et puis même de façon un petit peu plus prosaïque, on a aussi donc quelque chose alors qui était pas tout à fait lié à l'épiphanie, mais plutôt lié à cette fois-ci au partage de la galette des rois, toute seule. C'était ce que l'on appelait en fait une sorte de redevance, hein, seigneuriale, qui se déroulait, pour le coup plutôt au mois de mai, donc tous les 1er mai. C'est-à-dire que vous aviez, dans certaines forêts, notamment à Fontainebleau, autour, de ce type, hein, de mobilier donc qu'on appelait la table du roi, l'habitude pour les officiers, et certains personnages, donc travaillant dans les campagnes, d'aller offrir une galette au seigneur local, pour, finalement payer en quelque sorte leur droit de passage puisque à l'époque, les forêts, par exemple, n'étaient pas du tout, libres comme aujourd'hui. Elles appartenaient aux seigneurs et donc pour avoir, le droit d'aller, donc couper quelques troncs d'arbres ou alors d'aller faire paître vos troupeaux, vous deviez, d'abord vous faire remarquer, vous signaler auprès, du seigneur et puis aussi lui offrir, une sorte, hein, de monnaie qui était ici donc cette monnaie d'échange par, la présence, de la galette. Et loin d'être cantonné, on va dire au peuple en général, hein, le fait de partager la galette des rois et même de tirer les rois, on le sait grâce à des témoignages ou même des récits, issus de la cour de France, hein, directement, eh bien, pouvait atteindre jusqu'au roi, lui-même, jusqu'à Louis XIV du moins en tout cas. On sait que le roi avait l'habitude à Versailles de célébrer l'épiphanie. Il y avait même aussi une petite spécialité
pour, le partage de la galette des rois à la cour de Versailles puisque, la tradition voulait que si une dame de France qui était invitée, à l'épiphanie, tombe sur la fève, elle ait la possibilité de demander au roi de France, pendant un jour, là encore, de faire, ce qu'on appelait le vœu dit de grâce, et de bienveillance qui, en fait, lui concrètement revenait à ce qu'elle puisse demander absolument tout ce qu'elle voulait au roi. Et finalement, c'est Louis XIV qui mettra en fait un terme à ce vœu, à cette coutume, peut-être pour essayer d'éviter, d'avoir des demandes de la part de ces dames, peut-être des demandes un peu trop, démesurées ou, irréalisables. Et puis, on a aussi autrement donc beaucoup de représentations, qui, témoignent de la popularité de l'épiphanie, dans toutes les couches, hein, de la société, même jusqu'à la donc du roi de France jusqu'à la paysannerie pour le coup, où là on revient donc à une demeure, assez sobre, sans être forcément indigente, un intérieur, hein, d'une paysannerie quand même assez aisée. En tout cas, chaque membre de la famille a décidé de revêtir, sa tenue la plus importante, hein, sa tenue, la plus belle pour, célébrer ici le gâteau des rois, qui est peint donc par Greuze. Donc ici, ce gâteau des rois qui se trouve à la fois au centre, à nouveau, de la composition, vraiment presque l'héros, hein, en quelque sorte, hein, du jour. Bien que là, donc au niveau de la souris que je suis en train de déplacer, hein, sur, la toile, donc cette part ici de galette représente ce qu'on appelle la part du bon Dieu ou la part du pauvre, que j'expliquerai tout à l'heure, tandis que le reste de la galette, les autres parts de la galette, elles sont dans ce torchon, que le père de la famille est en train de tendre au benjamin de la famille. Puisque vous le savez aussi, donc toujours dans cette idée d'avoir une main innocente, donc le partage de la galette et sa distribution se fait en fait en 2 étapes. D'abord donc on coupe de façon parfaitement égale toutes les parts, plus une que l'on laisse de côté, donc c'est la fameuse part du pauvre ou du bon Dieu. Et pour les autres parts, ce qui se passe, c'est que on va, demander à un enfant donc de fouiller au hasard. Alors soit de se mettre sous la table, soit de fouiller dans un sac pour, récupérer les parts de façon, comme ça complètement innocente, objective. Et puis ensuite, on pourra voir que pour désigner ensuite le destinataire de ces parts, on va avoir ce petit personnage ici, donc cette petite sœur, une petite fille juste à droite, hein, de la chaise, qui se cache et qui, elle, va avoir pour mission de dire en fait, dans un dernier temps, les noms des personnes à table. Donc une distribution en 2 temps. D'abord, la sélection de la part et ensuite, la personne à qui la part sera remise. Et on voit que ce moment-là, ça, crée vraiment une sorte d'attente, hein, au sein de la maisonnée qui témoigne, en même temps aussi de la ferveur quand même, hein, dans l'Ancien Régime et du respect, des traditions dans toutes les familles, françaises finalement. Un moment, tout simple, hein, de bonheur, familial, de bonheur, harmonieux finalement qui, en ces années pré-révolutionnaires, puisque nous sommes en 1774, pouvait aussi être quand même, mise en lien avec l'idéal, hein, des Lumières, c'est-à-dire le fait qu'au-delà du partage égalitaire des parts de galettes, il y avait aussi cette idée que, si, le pouvoir était réparti de façon plus égalitaire dans la société française, il y aurait moins de tentations pour aller vers, la corruption et aussi le despotisme. Et de façon un petit peu plus légère, alors on va voir au cours de l'histoire, quelques querelles qui vont être, liées autour, justement de la galette des rois, notamment à partir du XVIe siècle où on va, voir, cette querelle assez célèbre entre boulangers et pâtissiers. Une querelle qui a encore aujourd'hui des conséquences, puisque, à partir du XVIe siècle, la coutume était pour les boulangers, d'envoyer un gâteau des rois en début d'année lors de l'épiphanie à certains de leurs clients, ceux qui avaient quand même tendance à embêter les pâtissiers qui voyaient là une sorte de concurrence déloyale. Et pour, interdire aux boulangers de réaliser des gâteaux ou des galettes, ils vont, ces pâtissiers faire porter, l'affaire jusqu'au parlement
qui va statuer en leur faveur et qui va interdire par, plusieurs, arrêts, même jusqu'au XVIIIe siècle, donc aux boulangers toute possibilité finalement de réaliser, une pâtisserie quelle qu'elle soit. Hein, concrètement, ces arrêts rendus par la justice à la demande des pâtissiers, avaient pour conséquence que les boulangers n'avaient pas le droit de réaliser, des créations à base d'œufs ou à base de beurre ou même, ne serait-ce que de faire de la dorure, à base de jaune d'œuf, cela restant désormais, le la chasse gardée en quelque sorte des pâtissiers, ce qui explique aussi le fait que on a normalement, quand on la respecte, cette fameuse distinction entre ces 2 corps de métier, hein, 2 métiers de bouche, mais qui, pour le boulanger, sont censés, se restreindre à la boulange, c'est-à-dire à la préparation du pain. Tandis que les pâtissiers, eux, ont pour mission de faire de la pâte, c'est-à-dire des gâteaux, de la pâte feuilletée et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de cette époque-là que date cette scission, entre ces 2 corps de métier, partie, tout simplement d'une simple querelle autour, du gâteau des rois. Et si ces arrêtés, seront respectés, plutôt à Paris, donc là où le tribunal était peut-être le plus puissant, on pourra noter que dans le reste de la France et notamment dans toutes les provinces alentours, la distinction sera beaucoup moins, célébrée et finalement les boulangers se retrouveront quand même à faire des gâteaux, même si officiellement ils n'en avaient pas le droit. Et puis, donc dernière tradition que je vous montre ici qui est liée, à l'épiphanie, juste avant de voir les symboles dans notre troisième partie. Une fête qui est quand même assez importante et qui était, aussi liée à l'idée de débauche, un petit peu comme le roi bois et les Saturnales, même si, on en a perdu, donc ici l'usage. Eh bien, c'est ce qu'on appelait la fête des fous. La fête des fous qui est vraiment un moment très particulier, hein, du temps liturgique, qui se déroulait toujours autour de l'épiphanie et qui pouvait parfois durer 3 jours d'affilée. Donc, une fête qui se déroulait, dans les églises, les monastères, les cathédrales, et qui, de sources médiévales, donnait lieu à des situations extrêmement bizarres quand même, hein, dans les églises. Notamment, alors durant la fête des fous, on avait là aussi une inversion des rôles, hein, au niveau de, en quelque sorte, du clergé puisque, de jeunes clercs pouvaient devenir, les évêques, temporaires de la fête, des évêques qui, revêtaient tous les vêtements, donc habituels de l'évêque à l'exception de la mitre qui, elle, était remplacée par un bourrelet, comme, le bourrelet de la tête d'âne pour, les mauvais élèves. Donc c'était ces faux évêques qui avaient le pouvoir de réaliser, la célébration de la messe, qui finissaient toujours par, une bénédiction à ce que tout le monde, soit malade du foie, ce qui était bien sûr une manière, hein, d'apporter, la possibilité pour chacun dans l'église, de manger et de boire en excès, ce qui était condamné évidemment le reste du temps par, l'église justement, en dehors de la fête des fous. Par ailleurs, on avait aussi donc des prêtres qui, s'adonnaient à des jeux de hasard et de dés au sein même, des édifices religieux, ce qui là aussi été absolument proscrit par, l'Église le reste du temps, sans parler aussi de dégustation, hein, de saucisses ou de saucissons, sur l'autel, hein, des églises, là aussi, comportement ou attitude qui était absolument inenvisageable, donc pendant, l'année liturgique. Hein, semble-t-il, cette fête des fous qui était, toujours concomitante à l'épiphanie, elle avait aussi pour, vocation d'être une sorte de soupape, pour permettre aux gens de s'extravertir, de faire tout ce qui était finalement interdit, les 362 autres jours, hein, de l'année et ces fêtes évidemment, même si elles étaient quand même principalement, proscrites au sein de enfin plutôt, heu, circonscrites au sein des églises, auront évidemment donc des débordements, au sein des villes menant à pas mal, de désordres, au point qu'il va y avoir plusieurs tentatives dès le Moyen Âge pour essayer d'y mettre un terme. On aura notamment à partir du XIIe siècle un certain Odon de Sully, qui, demandera officiellement à ce que la fête des fous soit arrêtée. Elle ne sera pas entendue et finalement la fête perdurera au moins jusqu'au XVIe siècle, puisque jusqu'en 1526, on a
dans les manuscrits une mention, une dernière mention attestant de la célébration de cette fête. Une fête qui, s'est perdue au fur et à mesure, mais qui reste, quand même, hein, très présente au Moyen Âge et toujours, encore une fois, associée, hein, autour, de la fête des rois. Et alors maintenant que l'on a vu donc le développement historique, hein, de la fête des rois, on va maintenant aborder dans cette troisième partie ces symboles les plus connus, les plus importants, à commencer tout d'abord par la fève. La fève qui est donc était déjà présente, dès l'Antiquité romaine, hein, dès les Saturnales, hein, rappelez-vous. On avait vu tout à l'heure pour désigner le prince du désordre. Alors traditionnellement, en fait, la fève, même avant Rome, finalement, si on remonte un peu plus encore dans le temps, elle viendrait en fait déjà de Grèce, où, on avait pour, habitude d'utiliser cette petite légumineuse, pour, choisir ses magistrats. On avait soit une fève blanche, soit une fève, noire. C'était aussi ce qui servait à mettre à mort ou non, en fait, hein, dans certains types de procès. Donc le fait de désigner par, ce petit aliment, la décision à prendre ou la personne à élire. Donc un usage qui sera après réutilisé donc par les Romains et puis ensuite, hein, transmis par le biais de la fève du gâteau des rois. Une fève qui avait aussi, au-delà de son aspect historique, plusieurs avantages. Alors d'abord, d'un point de vue pratique, c'était quand même un aliment qui était assez petit pour être dissimulé dans un gâteau. En même temps, d'être un élément qui était à la bonne taille, donc ni trop petit non plus, ni trop grand, pour ne pas l'avaler par mégarde, sauf si on le faisait, exprès pour éviter de payer donc le roi bois. Et puis aussi donc cette fève, elle avait pour avantage d'être, trouvable chez n'importe qui puisque c'était un aliment qui était très populaire et très peu cher, ce qui permettait à chacun d'en avoir une, chez lui. Sans parler ensuite aussi, ben, maintenant de sa symbolique puisque la fève, par sa forme, était donc, pourvu, hein, de ce petit embryon en quelque sorte qui, pouvait être vu comme un symbole, de naissance à venir, hein, toujours dans ce contexte, hein, pour les Saturnales, de solstice d'hiver, de fêter le printemps qui vient. La fève étant une des légumineuses, hein, qui pousse, dès l'hiver et qui va vraiment germer après au printemps, ne pouvait qu'être parfaitement adaptée, à ce moment-là, à cet usage. Hein, de même aussi que, parfois, le parallèle avec l'œuf, hein, la fève et l'œuf, qui étaient en fait des embryons, ou des germes, hein, de possibilités à venir. Donc c'est un petit peu pour toutes ces raisons-là, à la fois symboliques et à la fois aussi pratiques que, cet aliment et pas un autre, hein, sera choisi dès l'Antiquité pour accompagner l'intérieur des gâteaux de roi. Avant que, bien sûr, la fève ne change d'aspect et puis aussi de composition, de nature. Alors de la fève légumineuse, on passera très tardivement, donc à partir, du 19e siècle seulement, à la fève en porcelaine. Les premiers exemplaires, en fait, seraient issus de la ville de Saxe, de la province de Saxe en Allemagne. Donc des fèves qui, étaient censées, par leur nouvelle matière, dissuader donc, les avares d'avaler la fève, alimentaire lors des fêtes de roi bois. Et au niveau de l'apparence de ces premières fèves en porcelaine, on peut noter qu'au tout début, elles représentent plutôt des sortes de poupons, des sortes de bébés emmaillotés. Bien sûr un clin d'œil, à l'enfant Jésus emmailloté, que l'on retrouve dans toutes les représentations, d'adoration des mages. En ce qui concerne la France, ce n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale que l'on va voir, les fèves en porcelaine de Limoges faire leur apparition, dans les galettes. Des fèves qui, d'ailleurs ont pu avoir beaucoup, hein, de représentations tout au cours de leur histoire. Par exemple, on a même, des exemples de fèves révolutionnaires, à partir de, 1789 et notamment, de ce que l'on a appelé, la tradition de l'égalité ou de la galette de la fraternité. C'est-à-dire
avant les petites fèves, hein, que je vous montre ici à gauche, d'abord une volonté des révolutionnaires qui était certes de garder cette tradition de l'épiphanie qui restait très ancrée, hein, dans la population, tout en apportant une petite, nouveauté, en retirant la fève de la galette. Puisque l'idée c'était quand même que les révolutionnaires avaient tenté de mettre fin à la monarchie. Alors c'était pas pour retrouver cette monarchie, même de façon symbolique, dans, la présence de la fève et de la couronne, hein, qui pouvait, l'accompagner. Donc cette galette de l'égalité va être une tentative pour les révolutionnaires de mettre un terme à cette tradition-là, même si ce sera un échec puisque la tradition était quand même, restée particulièrement vivace, hein, dans toutes les couches de la population et c'est à ce moment-là que l'on va donc décider de remettre quand même une fève à contre-cœur, mais une fève qui sera un clin d'œil aux différents événements de la Révolution. Notamment ici, on peut voir des fèves aux couleurs, et aux formes, hein, de la Bastille ou encore du bonnet, phrygien. Et puis ensuite, en avançant, on verra à partir du XXe siècle, début XXe siècle, l'apparition de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la première fève publicitaire en forme de lune, une fève, créée par un certain monsieur Lion, que vous avez juste ici à droite de la diapositive et qui comporte en son dos le nom et l'adresse du commerçant, ce qui permettait donc à quiconque tombait sur cette fève de pouvoir retrouver le nom du pâtissier qui en était à l'origine et donc de pouvoir, racheter, évidemment, des galettes, dans son commerce. Et puis c'est à partir, du XXe siècle et des années 60 principalement qu'on va voir ensuite, la fève en porcelaine donc devenir de moins en moins répandue au profit d'une fève, que l'on pouvait, fabriquer, avec des coûts beaucoup moins élevés, c'est-à-dire les fèves en plastique, hein, donc des fèves bien meilleur marché, qui, n'ont maintenant plus, de limite, hein, au niveau de leur représentation que celle de l'imagination de leurs concepteurs et il y a des personnes passionnées, hein, par la collection des fèves. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien, vous êtes ce que l'on appelle des fabophiles, c'est-à-dire, hein, des collectionneurs de fèves en tout genre. Et vous avez ici, notamment à l'écran, donc un portrait d'une fabophile parmi tant d'autres, avec ces petites fèves, hein, qui sont particulièrement faciles en plus à récupérer, donc d'année en année. Et alors du côté après de la couronne, hein, qui accompagne aussi, traditionnellement le fait de tirer les rois et qui s'est répandue là aussi surtout au XXe siècle, en tout cas sous la forme de la couronne en plastique que l'on peut trouver, qui accompagne, hein, les galettes que l'on trouve à la boulangerie ou en grande surface. Évidemment, la couronne, c'est le symbole des rois mages et puis aussi de la royauté du Christ et ici, alors je vous montre même au-delà de la couronne finalement, bah, une galette très particulière qui est assez amusante puisque celle-ci ne se trouve qu'à l'Élysée. C'est la galette, du président qui, est une tradition qui a été instituée, dès, Valéry Giscard d'Estaing en 1975. Une galette de plus d'1 mètre de diamètre, hein, qui est vraiment propre à l'Élysée, offerte par les boulangers pâtissiers de Paris et qui a pour particularité de ne pas avoir de couronne puisque à l'intérieur, la fève est absente. La tradition instituée depuis, donc Valéry Giscard d'Estaing, c'est quand même qu'il est impossible pour, le président d'être couronné, ce qui fait que, cette galette-là, spécialement réalisée pour, l'Élysée, n'a pas ni de fève, hein, ni de couronne comme on en trouvera, pour le reste, hein, de la population. Et pour, finir, on va regarder dans cette dernière partie, eh bien, quelques, variations, sur le thème, de la galette. Alors on va en voir un petit peu en France et puis surtout ailleurs en Europe, ou même dans le monde, puisque où que l'on soit, on ne célèbre pas l'épiphanie avec exactement les mêmes coutumes, gastronomiques. Donc je fais quand même un rappel d'abord rapidement de ce que l'on fait en France avec la frangipane. La frangipane qui est pour le coup quand même une galette assez récente, hein, dans l'histoire des gâteaux des rois. Au tout début, on pense que le gâteau des rois, c'était plutôt une sorte de pâte feuilletée, toute simple, hein, que l'on trempait dans de la confiture, avant qu'un certain comte Frangipani, venu d'Italie, n'invente cette fameuse frangipane, hein, cette préparation, qui, donc vient garnir à l'intérieur, de la galette.
La frangipane qui, je le rappelle, est plutôt, consommée, dans, le nord de la France de façon générale et par la majorité des Français, à contrario de la brioche ou couronne des rois. Couronne des rois qui, elle, est une pâte en fait un plus ou moins dense, briochée que l'on va, aromatiser avec, de la fleur d'oranger, aussi pas mal de sucre perle et puis des fruits confits, qui sont censés par leur couleur symboliser les pierres précieuses, hein, de la couronne, que les rois mages avaient, portée, au moment de l'adoration des mages. À noter que, cette variation régionale qui se trouve plutôt dans le sud, notamment, alors que ce soit en Provence, mais aussi, même à Bordeaux avec la couronne bordelaise par exemple, se fait presque en réaction par rapport à la frangipane, qui dans le sud est surnommée la parisienne. Donc une manière quand même assez négative, hein, de décrire la galette que la majorité, de la population française, déguste. Et il y a énormément de variations autour, hein, de la galette des rois. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'on en trouve absolument dans toutes les régions, françaises. Mais ici, je vous montre quand même une galette assez appétissante, hein, qui est ici la galette de Besançon que l'on trouve de façon donc très, très locale dans les boulangeries, donc de Besançon. Une galette qui est tout simplement une simple pâte cuite au four, et à laquelle on va en fait, rajouter quelques morceaux de sucre. Donc on va bien la parsemer de sucre glacé. Donc une version beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre que ne le sont les versions précédentes avec, hein, tous ces fruits confits que l'on a pu voir ou même, hein, ces crèmes pâtissières, extrêmement généreuses. Et que l'on soit, du nord ou du sud, jusqu'à peu, la tradition voulait qu'on laisse toujours, au moment de l'épiphanie, une part supplémentaire de côté. C'était la fameuse part, alors soit du bon Dieu, part de la Vierge ou part du pauvre, qui était cette part qui était remise, donc aux personnes les plus défavorisées, qui pouvaient ainsi venir profiter aussi d'un moment de partage avec, les familles qui avaient les moyens d'acheter, ou de réaliser de la galette. Une part qui pourrait aussi prendre d'autres noms, comme par exemple la part des absents. Lorsque, par exemple, vous aviez un fils qui était parti, à la guerre ou un mari qui était parti en mer, donc vous aviez cette part qui, en fait, était tout simplement laissée de côté jusqu'au retour de la personne qui était partie, de sorte de lui montrer que vous aviez pensé à lui. Et puis, si on quitte la France, alors on peut aller voir du côté, par exemple, de l'Espagne. Alors en Espagne, il faut savoir que le 6 janvier, c'est une date qui est fériée, ce qui n'est plus le cas en France. Ça l'a été pendant un certain temps, mais désormais, donc notamment à cause, ou en raison de certains conciles, hein, du Vatican, dans les années 60, désormais le 6 janvier n'est plus la date obligatoire, hein, de l'épiphanie en France, c'est parfois même tout simplement le premier dimanche, hein, de janvier, tandis qu'en Espagne, on a une célébration qui est beaucoup plus codifiée à ce niveau-là. Notamment aussi puisque en Espagne, on fête à la fois Noël et l'épiphanie le même jour. C'est notamment pour cette raison que le 6 janvier, les enfants ouvrent leurs cadeaux. On a aussi beaucoup de processions qui se déroulent dans les villes espagnoles avec, des comédiens, hein, qui se costument pour imiter, les vêtements des mages. Ils en profitent aussi pour, jeter à la foule, notamment, des petits jouets en plastique, des friandises et autres. Et du côté espagnol, le gâteau traditionnel des rois que l'on mange, c'est ce que vous avez ici à droite de l'écran, c'est ce que l'on appelle le roscón de Reyes, que l'on pourrait traduire par couronne des rois, gâteau des rois ou brioche des rois, c'est-à-dire une sorte de pain tout simplement recouvert de sucre, là aussi aromatisé avec, certaines liqueurs, notamment de la fleur d'oranger ou de la fleur de sureau, et que l'on va parsemer après, hein, de fruits confits, souvent des cerises en particulier. Et on pourra noter que du point de vue de l'aspect, cette, roscón de Reyes espagnole est quand même particulièrement proche, hein, de, la couronne des rois que l'on mange plutôt dans le sud de la France. Sans doute qu'il y a une certaine parenté aussi entre, ces 2 types-là, hein, de gâteaux. Après, du côté italien, donc toujours en Europe, mais plutôt en Europe du Sud, on va fêter l'épiphanie avec un personnage très propre à l'Italie qui s'appelle la Befana, c'est-à-dire cette sorte de sorcière traditionnelle que tous les enfants italiens connaissent
Alors l'histoire que l'on raconte en fait aux enfants, c'est que, lorsque les rois mages étaient partis à la recherche de Jésus, donc à Bethléem, sur leur chemin, ils avaient, demandé la direction à une pauvre femme vêtue de haillons, qui, leur avait indiqué, la bonne direction, mais qui avait refusé de les suivre, alors qu'ils lui avaient proposé de les accompagner jusqu'à l'enfant Jésus. Et prise de remords, par la suite, cette femme aurait décidé d'essayer de les retrouver, de les rechercher, tout en offrant des petits gâteaux, des bonbons aux enfants trouvés sur sa route. Et c'est en raison de cette histoire-là que l'on raconte que encore aujourd'hui, dans toutes les écoles italiennes, vous trouvez le 6 janvier, à l'occasion de l'épiphanie, donc des personnages, des femmes en l'occurrence, qui se déguisent en sorcières avec des faux haillons, des faux chapeaux pointus et qui offrent donc aux enfants, dans des paniers, souvent des gâteaux, des pâtisseries traditionnelles ou des jouets. Alors ça, c'est pour les enfants sages. Pour les enfants qui ne l'ont pas été, là, on va plutôt donner du charbon. Alors ça, c'est pour la tradition. Je pense qu'aujourd'hui, la tradition n'est plus vivace ou du moins, c'est quand même sans doute assez compliqué de pouvoir, dire qui a été gentil ou non. Mais on a là aussi, au passage, avec la Befana, quand même un clin d'œil au père Fouettard que l'on peut aussi trouver, accompagnant le Père Noël au moment de Noël. Et puis si on quitte, l'ouest de l'Europe pour voir ce qui se passe un petit peu, du côté plutôt oriental, dans des pays qui sont, de tradition byzantine ou orthodoxe, c'est-à-dire, tout ce qui est du côté de l'Europe, même de l'Est, hein, donc Serbie, Ukraine, Russie, Roumanie, Grèce. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épiphanie ne va pas revêtir le même sens puisque à cette date, on ne fête pas la naissance de Jésus et l'adoration des mages, mais on fête le baptême du Christ. Et c'est pour cette raison que, donc dans tous ces pays, orthodoxes principalement, le 6 janvier, on va en fait trouver des célébrations sous forme d'immersion dans l'eau. C'est-à-dire que dans la plupart des villes, on va, se réunir autour des fleuves, des rivières et ainsi de suite, pour que l'évêque local envoie dans l'eau une croix et qui va permettre en fait, aux personnes présentes sur place de venir, éprouver leur foi puisqu'il va s'agir d'aller plonger, pour récupérer la croix, avant qu'elle ne tombe, en profondeur. Donc il faut imaginer bien sûr que c'est quand même un moment de bravoure puisqu'on est, le 6 janvier, donc en plein mois d'hiver, l'eau est extrêmement froide et c'est donc une manière aussi de montrer parfaitement sa dévotion finalement, et sa piété. Et on retrouvera à peu près le même type de cérémonie, hein, cette fois-ci sans demander à des participants de plonger, mais en venant immerger la croix dans de l'eau bénie. Alors ça, c'est par exemple le cas en Arménie où, le 6 janvier, c'est un jour aussi extrêmement important puisque l'épiphanie, c'est le moment où on va fêter Noël et le baptême du Christ en même temps, en accord d'ailleurs avec, l'ancienne tradition vraiment, hein, de l'Église où au début, on ne faisait pas de distinction entre ces 2 événements-là et donc à cette occasion, on va trouver des cérémonies spéciales où on va là aussi, s'intéresser à la symbolique, hein, de la croix, rappelant, donc le baptême de Jésus puisque la croix est immergée là aussi dans l'eau. Et au-delà de l'Europe, alors, la tradition de la galette des rois va prendre des formes assez variées. Alors au Japon, par exemple, on va certes manger de la galette, mais en mettant la fève à l'extérieur pour ne pas risquer de se casser les dents en croquant par hasard dessus. Et en Nouvelle-Orléans, par exemple, c'est-à-dire en Amérique, là, on va manger un king cake, c'est-à-dire un gâteau des rois, qui, va plutôt être proche, ben, de la couronne des rois française, sans les fruits confits, pour la simple et bonne raison que, vous le savez sans doute, la Nouvelle-Orléans a été autrefois, sous occupation française, au moins jusqu'au XVIIIe siècle et donc on a transposé, finalement cette tradition-là sur place
tout en l'adaptant au niveau des couleurs, puisque les couleurs que vous avez ici, donc le mauve, le vert et le jaune, ce sont les couleurs, que l'on retrouve dans l'État de la Nouvelle-Orléans, donc dans l'État de Louisiane, où se trouve, ici, donc, ce magnifique gâteau, qui, peut-être, hein, va vous donner, l'eau à la bouche et en tout cas qui, pour nous, va marquer la fin de la conférence. On aurait pu voir beaucoup d'autres variations, mais cela vous donne quand même, déjà une idée, hein, de la diversité, que ce gâteau et que cette tradition a pu prendre, par-delà l'Europe, hein, de façon générale.